Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En ce moment même, je le disais, et depuis plusieurs jours, les Ukrainiens ont regagné du terrain, en particulier dans l'est du pays, partiellement dans le sud. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui, même si ça s'est ralenti, une dynamique côté ukrainien ou ce serait voir les choses de manière trop optimiste? Non, il y a une dynamique et c'est bien pour cette raison que le président Poutine se sent acculé et qu'il est en train de prendre les mesures que l'on connaît, en particulier la mobilisation et le référendum. Donc il y a un mouvement en avant. Comme toutes les contre-attaques, c'est une contre-attaque qui ne peut pas durer indéfiniment pour des problèmes de réorganisation et des problèmes de logistique. C'est pour ça d'ailleurs que le mouvement très rapide du début a été remplacé. Et c'est ralenti progressivement. C'est ralenti. Mais néanmoins, aujourd'hui, la dynamique est dans le camp de l'Ukraine, ce qui veut dire que si on laisse faire les tendances, ou si les tendances continuent, c'est la Russie qui est bousculée et qui recule, et on ne sait pas jusqu'où. Mais est-ce que la Russie est capable de riposter militairement sur le terrain dans l'état actuel des forces à cette contre-offensive ukrainienne? Non, mais c'est bien pour ça que si on ne change pas les données initiales, si on ne change pas le paradigme, l'Ukraine va continuer. Et donc, il faut, pour M. Poutine, casser cette affaire-là. Et il cherche à la casser militairement. Ça semble aujourd'hui très difficile. On sait qu'une armée qui recule vraiment a beaucoup de mal à se rétablir. Et donc, il cherche à casser cette dynamique par d'autres moyens qui sont, d'une part, la peur des Européens. Donc, ce qu'il cherche à entraîner, c'est la baisse du soutien occidentale à l'Ukraine. Avec sa rhétorique nucléaire, par exemple, dont on reparlera dans un instant. Exactement. Et d'autre part, en faisant croire à son peuple qu'il va passer d'une posture offensive à une posture défensive. Puisque dès lors que les 4 oblasts voteraient, ils le feront évidemment pour le rattachement... Les 4 régions de l'Est et du Sud qui sont en ce moment même en processus de référendum jusqu'à demain. Exactement. Si donc ces régions optent, ils le feront évidemment puisque ce référendum est truqué pour la Russie, alors Poutine pourra dire, au moins de manière formelle et dans son propre droit, parce que ça ne fait illusion pour personne, je suis attaqué, j'ai des intérêts vitaux qui sont menacés, et donc il change de posture. Alors, on va revenir effectivement à la fois sur la rhétorique de Vladimir Poutine et sur la question des référendums et de la mobilisation. Juste, dans l'état actuel du rapport de force militaire, est-ce que les Ukrainiens sont en capacité de l'emporter avant l'hiver? Est-ce que c'est une perspective possible? Alors, en tout cas, c'est la question. Et c'est ce que ne veut absolument pas Vladimir Poutine. Il a absolument besoin de l'hiver pour 2 raisons. D'une part, pour entraîner les troupes qu'il mobilise, parce que pour l'instant, c'est de la chair à canon ivre pour au moins la moitié d'entre elles. Et d'autre part, il faut qu'il arrive à retrouver de l'armement, des munitions. Donc, il ne doit pas perdre avant l'hiver. Est-ce que l'Ukraine peut gagner? C'est évidemment ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle le peut vraiment? Alors, cette guerre nous a habitués à des surprises depuis le début. Donc, personne n'en sait rien. Personnellement, j'en doute, il reste 1 mois et c'est peu quand même pour reconquérir le reste toute la partie est de l'Ukraine. Alors, vous faisiez allusion à l'instant à la mobilisation partielle qui a été décrétée par les Russes. Est-ce qu'elle peut changer la donne sur le terrain? Est-ce qu'elle va changer la donne? Vous faisiez allusion à l'instant au fait que c'est une mobilisation qui aujourd'hui amène des hommes qui ne sont pas formés. Vous disiez une troupe ivre, vous faisiez allusion au problème d'alcoolisme de certains d'entre eux. Mais est-ce qu'on peut rendre ces hommes opérationnels, performants et utiles sur le terrain? Alors, la réponse est à court terme, non. Pour former un soldat, on met du temps. Par exemple, si je prends l'exemple de l'armée française n'envoie pas un soldat en opération s'il n'a pas 18 mois de formation individuelle, etc. Donc, on voit bien que c'est forcément long. La formation du soldat individuel est longue. La formation d'unités cohérentes capables de combattre est compliquée. La manœuvre au niveau d'un corps d'armée ou d'une armée, si on parle de russe, est là encore plus compliquée. Donc, ce seront des troupes qui peuvent éventuellement boucher quelques trous, mais qui seront incapables de combattre et qui ne feront pas la différence avant l'hiver. C'est pour ça que M. Poutine joue une autre carte, qui est la carte de la peur de l'Occident. Alors, cela dit, c'est une mobilisation qui a un inconvénient chez lui. Ça a occasionné la fuite de plusieurs milliers de Russes, d'ores et déjà, en direction de l'étranger. On a vu sur notre antenne des images à la frontière avec la Finlande, la frontière avec la Géorgie. Là, ça se compte en milliers d'hommes. Est-ce que ça peut, à l'inverse, avoir un effet contre-productif et déstabiliser le régime russe?
La réponse est évidemment oui. Le président Poutine est acculé. On sait qu'il ne peut pas perdre lui-même. Il ne peut pas perdre. Donc, il est en train de jouer une de ses dernières cartes. Ça n'est pas la dernière, mais c'est une de ses dernières cartes. Et c'est une carte qui est dangereuse, qui est très risquée. Et on a l'impression aujourd'hui que le pari qu'il a pris est un pari qui pourrait bien être perdu et qui, au lieu de consolider, de renforcer la nation dans l'idée de se défendre contre une attaque de l'Occident, est au contraire en train d'amener des fissures dans ce pays. On sait bien qu'en Russie, les révolutions commencent en bas et à la fin, on a une révolution de palais. Donc l'avenir n'est pas écrit, mais je pense que l'avenir de M. Poutine est sombre. Quand vous dites ça, si je vous comprends bien, vous dites que sur cette opération, Vladimir Poutine est en train de jouer son avenir personnel et sa capacité à se maintenir au pouvoir. Il est clair que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'une part le pouvoir qui est au Kremlin actuellement, et d'autre part la vie même de M. Poutine. Ce qui rend les affaires encore plus dangereuses. Quand un chien est acculé au bout du couloir, eh ben, il va vous sauter à la gorge. Et on est bien un peu dans cette situation. Il ne cède pas. C'est la fuite en avant. Moi, j'aime bien l'expression américaine qui dit « When you are in a hole, stop digging ». Quand vous êtes dans un trou, arrête de creuser. On a l'impression que M. Poutine sait bien qu'il est dans le trou, mais il continue à creuser, mais on ne sait pas la tombe de qui il est en train de creuser. Est-ce que c'est la sienne ou est-ce que c'est la nôtre? Je fais une incise pour sortir 2 secondes du terrain militaire pour nous arrêter sur la question des déserteurs russes. Il y a un débat qui anime les Européens en ce moment. Faut-il ou pas les accueillir sur nos territoires? Les Allemands ont déjà dit oui, les Turcs sont très réservés, la France ne s'est pas prononcée publiquement. Quel est votre point de vue quand des hommes comme ça refusent la mobilisation, alors même qu'ils ne sont pas forcément opposants politiques de Vladimir Poutine, alors même qu'ils peuvent être d'une manière générale d'accord avec le régime, mais simplement ne veulent pas s'engager à titre personnel? Quelle doit être notre attitude? Et on ne peut pas avoir 40 attitudes. Nous voulons que la Russie perde cette guerre. Donc, il faut l'aider à la perdre. Et évidemment, accepter les déserteurs est une bonne chose. On comprend très bien que les pays baltes, qui ont par exemple des minorités russophones tout à fait importantes et qui craignent des déséquilibres de population, s'opposent à cette mesure. Mais dans le cas de la France, je ne vois pas pourquoi elle s'opposerait à l'accueil de déserteurs. Pour un moment, évidemment, cette guerre ne durera pas éternellement et les choses reviendront, j'espère, un jour à leur place. Alors, vous faisiez allusion tout à l'heure à la question des référendums. Ils ont commencé vendredi, ils se terminent demain. Bon, les résultats sont écrits d'avance. On sait que le résultat, ce sera un oui au rattachement à la Fédération de Russie, avec quelques doutes, bien sûr, sur la sincérité du scrutin et des conditions d'organisation. On l'a vu dans nos reportages tous ces derniers jours. Ça va renforcer politiquement Vladimir Poutine parce qu'il va pouvoir se prévaloir de cette victoire dans les urnes. Est-ce que ça va aussi le renforcer militairement? Est-ce que ça va lui donner une nouvelle vigueur, le rasséréner d'une certaine manière? Alors, est-ce que ça va le renforcer politiquement? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Vous en doutez? J'en suis pas sûr du tout, parce qu'on voit bien qu'au contraire, la population russe, son pari, c'était justement de la resserrer autour de la vieille idée de la Grande Guerre patriotique. Et visiblement, ça ne marche pas. Donc, se renforce-t-il politiquement au sein de la Russie? Moi, je n'en suis pas du tout sûr, même j'en doute profondément. Se renforce-t-il politiquement auprès de l'opinion internationale? C'est encore pire. Donc, je ne suis pas sûr. Je crois que le pari est perdant sur tous les plans. Il semble être perdant, d'autant plus qu'il n'y aura pas d'impact militaire immédiat, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ceci dit, il n'a pas d'autre choix que de tenter par tous les moyens de faire en sorte que les Ukrainiens ne gagnent pas avant l'arrivée du général Hiver en novembre, qui va arrêter les combats. Et il espère se refaire pendant cet hiver. Donc il faut qu'il ne perde pas avant. Donc il tire ses feux de tout bois pour arriver à arrêter cette progression ukrainienne. Quand le président américain dit à propos de ces référendums, il y aura une réponse rapide et sévère en cas d'annexion, puisque c'est bien de cela dont on parle, l'annexion par la Russie de régions ukrainiennes, qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Qu'est-ce que la communauté internationale pourrait faire de plus qu'elle ne fait pas déjà aujourd'hui, puisqu'il existe déjà un soutien militaire aux Ukrainiens? Eh bien, écoutez, la question se pose. On peut peut-être imaginer, mais je ne suis pas spécialiste de sanctions économiques encore plus importantes. Mais la question qu'on doit se poser est: est-ce que Kharkiv et Kherson font partie des intérêts vitaux américains? La réponse est non. S'ils en faisaient partie, alors on pourrait rentrer dans une escalade nucléaire. Mais la réponse est non. Est-ce que Kharkiv et Kherson font partie des intérêts vitaux français ou anglais, nous sommes là dans les deux puissances qui possèdent des armes nucléaires? La réponse est non. Donc, pas plus que le général de Gaulle n'estimait
il y a 60 ans maintenant, que l'Amérique accepterait de se suicider pour un pays européen, eh bien, la situation a au contraire plutôt empiré. Regardez la dérive de l'Amérique vers le Pacifique. M. Obama disant « je suis le premier président » du Pacifique, et on connaît les déclarations de l'ex-président Trump, Bien etc. sûr. Donc on ne peut pas raisonnablement le penser. Est-ce que la communauté internationale ne va pas, de fait, se retrouver plus embarquée encore dans ce conflit? Je m'explique. Depuis le début, on dit nous ne sommes pas belligérants, nous n'avons pas à partir avec les Russes directement. Sauf que lorsque ces 4 oblasts de l'Est et du Sud vont être officiellement partie de la Fédération de Russie, les Ukrainiens vont certainement continuer à combattre dans ces régions. Nous continuons à les aider. Est-ce qu'on ne va pas là offrir un argument en or à Vladimir Poutine pour dire mais regardez, sur le territoire de la Russie, nouvellement Russie, les Ukrainiens viennent sur nos terres et vous les aidez? Très bien, mais alors que peut-il faire? Que peut-il faire? Vous nous attaquez directement, cette fois-ci l'Occident nous attaque sur nos terres, donc écoutez, moi mes intérêts vitaux sont attaqués et je vais me lancer dans l'escalade nucléaire stratégique. Il est perdant. Il est perdant. Nous sommes perdants, mais il est perdant. C'est bien pour ça que nous sommes rentrés dans une période dans laquelle tout peut prendre feu. Et je crois qu'il faut arriver à raisonner sans passion, de manière modérée, intelligente, de manière à ne pas rentrer dans des démarches qui pourraient se terminer extrêmement mal pour l'ensemble du globe et pour tous les Occidentaux en particulier. Donc ne pas céder, évidemment, faire en sorte que M. Poutine ne gagne pas cette guerre, mais en même temps, savoir être mesuré dans les réponses de manière à ne pas entraîner notre propre destruction, qui évidemment ne serait pas raisonnable et ne profiterait pas à l'Ukraine non plus, bien sûr. Quand Vladimir Poutine dit à propos de la menace nucléaire la semaine dernière, ce n'est pas du bluff. Est-ce que vous considérez qu'il faut le prendre au pied de la lettre? Ce n'est pas du bluff, ou qu'au contraire, ça en est et que ça vise à impressionner les Occidentaux? Alors, tout est vrai. Quand il dit ça n'est pas du bluff, ça ne l'est pas. Maintenant, quand on prend la peine de le dire, c'est qu'on voit déjà qu'on a perdu un peu de crédibilité. Là, il s'agit bien d'impressionner les Occidentaux. On est bien d'accord sur le sujet. Maintenant, moi, je suis persuadé, on voit des commentateurs sur les plateaux de télévision qui disent « Mais non, l'arme nucléaire n'est pas faite pour être employée. » Mais si elle est faite pour être employée, sinon elle ne serait pas dissuasive. Et donc, dans la doctrine militaire russe, il est prévu, c'est écrit, il est prévu l'utilisation d'armes nucléaires tactiques pour arriver à débloquer une situation. Donc c'est évidemment tout à fait possible et on comprend tout de suite. Alors, il prend un risque, il prendrait un risque terrible, M. Poutine, mais on voit tout de suite l'intérêt tactique qu'aurait pour lui cette affaire-là. Il est évident que cela gèlerait la situation. Or lui, il ne peut pas reculer. Évidemment, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc c'est un emploi qui n'est pas probable, mais qui est possible. Alors, mais quelle arme nucléaire? Alors, arme nucléaire tactique, c'est-à-dire une arme de quelques kilotonnes, de 1 à quelques dizaines au maximum de kilotonnes. Combien de victimes? Personne ne le sait. Vous savez, ça, c'est une décision politique. Si M. Poutine a, au titre d'avertissement, tire une bombe atomique sur l'île aux serpents, il va tuer 2 serpents. Mais il aura dit, attention, vous voyez, je suis capable de le faire. Maintenant, s'il tire cette bombe sur Kiev, c'est 200 000 morts. Donc, ce n'est pas la même chose, si vous voulez. Et donc, même dans l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, il y a encore une gradation. Cette gradation, elle n'est pas militaire, elle est bien essentiellement politique. Et ce discours, parce qu'il y a un langage nucléaire, ce discours va s'adresser tant au président Zelensky qu'aux différents responsables des nations occidentales. Alors, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui a déjà dit qu'il n'y croyait pas. En tout cas, c'est la posture qu'il affiche. Les Américains ont répondu hier soir par la voix du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Je vais citer la phrase parce qu'il fait tout à fait allusion à ce que vous dites. Il dit « Toute utilisation d'armes nucléaires aura des conséquences catastrophique pour la Russie, et il précise, l'Amérique et ses alliés agiront de manière décisive si la Russie utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine. Que peuvent faire alors les États-Unis ? Eh bien, la question se pose, si vous voulez, mais il a raison de le dire. De toute façon, en grammaire nucléaire, l'important est d'abord celui du discours. Et donc, il a raison de dire que, comme disent les Américains, toutes les options sont sur la table, dont la plus meurtrière et la plus grave. Maintenant, je vous ai répondu. Il faut se poser la question, est-ce que Kharkiv et Kherson font partie des intérêts vitaux américains ? La réponse donc est évidemment là, peut-être que ce sont non. les Américains qui bluffent, en l'occurrence, dans cette réponse. Ils ne bluffent pas, ils dialoguent. Mais c'est pour ça, notons-le au passage, qu'il est absolument important
que l'Europe arrive à naître et à être capable de se protéger elle-même, parce qu'il n'y a que quand ses propres intérêts vitaux sont en danger que vous pouvez prendre la décision politique de prendre un risque terrible pour votre propre population. Il faut donc urgemment, comme l'avait compris encore une fois De Gaulle dès le début des années 60, il est urgent que l'Europe existe géopolitiquement et qu'elle se dote des capacités de répondre par elle-même, parce que personne ne viendra la défendre finalement quand il s'agira de la destruction de New York, de Washington ou de San Diego. Elle doit pouvoir combattre par elle-même. Mais aujourd'hui, l'Europe, la France n'ont pas les capacités militaires pour répondre par elles-mêmes ? La France les a. La Grande-Bretagne les a, évidemment. Nous avons tant la Grande-Bretagne que la France. Le cas de la Grande-Bretagne est particulier, puisque vous savez qu'il y a une double clé sur l'utilisation de ces armes, même si on ne peut pas le dire exactement comme ça. Mais la France est parfaitement capable de détruire Moscou demain matin. Mais évidemment, cette décision ne sera jamais prise si Paris n'a pas été attaqué ou si Paris n'est pas menacé. Et puis avant d'en arriver là, il y a toute une escalade, et le sujet est de savoir l'arrêter au bon moment. On se rappelle qu'il a fallu tout le sang-froid à la fois de Khrouchtchev et de Kennedy en 1962, crise des missiles, crise des 13 jours, pour arriver à faire en sorte à ce moment-là que le monde ne disparaisse pas sous les champignons nucléaires. Donc tout est possible, ça peut commencer. Et à partir du moment où on joue avec ces armes-là, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux, il faut énormément de sang-froid dans la tête des deux partenaires pour arriver à justement ne pas monter aux extrêmes, ce qui est pratiquement dans la nature de cet engagement nucléaire. Nous sommes à un moment extrêmement sérieux de cette guerre. Il ne faut pas avoir peur, il faut être ferme, mais il faut être également raisonnable. Alors revenons à la réalité du terrain. Quittons la dialectique nucléaire un instant. On dit beaucoup que c'est une guerre qui peut se jouer grâce aux chars, que les chars ont un rôle clé essentiel sur le terrain. Quel est, de votre point de vue, à court terme, les armements qui peuvent faire bouger les lignes? Est-ce que ce sont les chars? Est-ce qu'il faut d'autres types d'équipements? De quoi les Ukrainiens auraient besoin pour pouvoir avancer davantage? Il y a plusieurs choses. Vous savez, les chars conquièrent le terrain. Et on l'a bien vu. Et sans chars, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il est urgent que la France, par exemple, multiplie par 2 ou 3 ou 4 le nombre de ses chars, puisqu'elle n'en a pratiquement pas. Elle en a une centaine. Elle multiplie ses chars pour son territoire en France ou pour les envoyer en Ukraine? Non, mais cette guerre est pleine de leçons pour nous, si vous voulez. Ensuite, il est évident qu'il faut des chars, mais en même temps, les chars ne sont rien sans le renseignement, sans la capacité de ciblage et sans la capacité de frappe dans la profondeur. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens gagnent? Parce qu'ils conquièrent le terrain, mais ils le font parce que grâce à leur capacité de ciblage et de destruction dans la petite profondeur, mais dans la profondeur, ils sont capables de détruire les nœuds de communication, les dépôts logistiques, les centres de commandement russes. Donc, il n'y a pas de manœuvre de char. Il y a une manœuvre globale dans laquelle le char joue le rôle de conquête du terrain. Mais il ne conquérera pas si les troupes d'en face n'ont pas été affaiblies parce que justement on a détruit par des frappes dans la profondeur la structure même du commandement, du renseignement adverse. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Vous disiez il est urgent que la France multiplie ses capacités en chars. On n'a pas aujourd'hui en France suffisamment de chars? Mais bien sûr que non. L'armée française est devenue, depuis 25 ans ou presque 30 ans maintenant, 30 ans d'ailleurs, de dégradation des budgets militaires, 25 ans, puisque depuis 2017, heureusement, un effort tout à fait important a été fait. Mais l'armée française est devenue une petite force de police internationale. Elle fait son travail extrêmement bien. Nous sommes la meilleure armée européenne, sans conteste. Mais pour des petites opérations, dans un temps limité, on voit bien que la guerre est revenue dans ses formes les plus violentes, les plus barbares. Elle est revenue dans la durée. Il est clair que l'armée française, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, n'a pas ce que nous appelons d'épaisseur stratégique. Nous sommes une armée de flux. Mais on voit bien que ça n'est pas ça qui compte. Pour durer, il faut des stocks. Et nous n'avons pas de stock. Donc, il faut en constituer des stocks d'armement, des stocks de munitions pour être prêts à affronter les guerres qui ne manqueront sûrement pas, on le comprend maintenant, de revenir sur le sol européen. Vous disiez... Donc, à la fois, renforcer l'Europe, en faire un acteur géopolitique capable de se défendre sans l'hypothèse de la défense américaine, et en même temps, avoir une défense nationale solide.
Vous disiez il faut du renseignement aussi. Il y a une guerre du renseignement ces derniers jours sur la place qu'occupe ou pas l'Iran auprès de la Russie, puisque des drones supposément iraniens sont intervenus par exemple du côté d'Odessa ces derniers jours. Il y a même eu des victimes. Les Ukrainiens disent on suspend une partie de nos relations diplomatiques avec l'Iran par représailles, et l'Iran dit c'est n'importe quoi, ce sont des informations qui ne sont non fondées, c'est de la propagande. Est-ce qu'on a aujourd'hui les idées claires sur le rôle que joue réellement ou pas l'Iran auprès de la Russie? Alors, il est très probable que l'Iran aide militairement la Russie. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que quelque part, on est dans un camp anti-occidental. Et que, naturellement, même s'ils ne sont pas très amis, l'Iran et la Russie se retrouvent du même côté face aux États-Unis et à l'Occident. Donc, il est parfaitement logique que, pour l'instant, on ait une coalition of the willing, une coalition des mêmes intérêts qui se noue un peu ou beaucoup entre ces deux pays. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, de nous avoir éclairé ce matin. On va continuer à parler de la situation sur le terrain dans la matinée avec le temps de l'info d'Elisabeth Martichoux. Mais d'abord, c'est votre météo, Ange.